l'obligation de vous servir chaque samedi, quelle que soit la manière dont nous nous portons. Alors, mesdames, messieurs, recevez nos salutations les plus fraternelles sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, ainsi que sur Afro Web TV. Merci à tous de votre fidélité d'écoute à votre émission Avis de la diaspora. Votre humble serviteur Moïse Agbenyigan au micro et à la réalisation pour vous et pour vous servir. La moindre des choses, comme vous avez l'habitude et l'accoutumé donc de le savoir et de le faire, c'est de copier juste le lien de cette émission et de partager massivement avec les amis internautes, vos amis, et surtout de contribuer en appelant tout simplement sur le +1 319 462 89 79. Avec nous aujourd'hui, nous avons le privilège et la grâce donc d'être avec nos invités de ce jour qui ne sont que Monsieur Gilbert Ouadja, analyste politique et économiste. Et également, nous avons également Monsieur Alès Mikafo qui est juste à côté. Bonjour à Monsieur et bienvenue Monsieur Ouadja. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Oui, bonjour mon frère Moïse, nous rendons grâce à Dieu. Et nous vous remercions pour tout le travail que vous ne cessez de faire pour émanciper la jeunesse africaine et de porter l'Afrique au plus haut niveau. Et merci pour vos efforts et nous saluons toute la jeunesse africaine. Merci. Merci à tous d'être avec nous également. Alors, nous avons Monsieur Alès. Monsieur Alès, bonjour. Bonjour Moïse, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent de loin et qui consacrent leur temps pour suivre cette émission que nous animons. Merci. Vraiment, merci à vous pour votre temps que vous nous accordez aujourd'hui. Position équato-guinéenne. Équato-guinéenne alors se prépare pour mettre fin également à la mandature donc de la famille Obiang pour les prochaines élections de 2023. Également le président de la coalition de l'opposition pour la restauration d'un État démocratique a rencontré à 2 reprises Christophe Bigot et le directeur d'Afrique qui est chargé donc des relations extérieures, surtout des affaires étrangères. Il a réaffirmé que ils peuvent éventuellement donc stopper et donc le processus lorsque par exemple Monsieur Obiang va se présenter de nouveau pour les élections à venir. Alors, que pensez-vous, les amis internautes? Nous allons faire un gros plan sur ce sujet avec les invités de ce jour. Alors, Monsieur Ouadja, quelle est votre lecture de cette situation, Monsieur Ouadja? Merci Moïse. Il faut dire que la Guinée équatoriale, vit une situation pareille à celle dans plusieurs pays en Afrique où on est né, on grandit jusqu'à vieillir et on connaît qu'un seul président au pouvoir. Donc aujourd'hui, dans tous les pays qui sont dans cette situation-là, on a toujours vu l'opposition s'organiser à sa manière et vouloir défendre l'intérêt du peuple et demander à ce qu'il y ait au moins une alternance dans le pays. Et il faut dire que, comme on le sait, la famille Obiang n'a pas aussi été très généreuse envers le peuple équato-guinéen, puisque au pouvoir depuis plusieurs années, plusieurs décennies, s'il faut le dire ainsi. Et avec la haute corruption à la tête de l'État, du népotisme au sein du gouvernement. D'abord, rappelons qu'en 2016, il a son fils maintenant qui a été nommé comme vice-président de la Guinée équatoriale, ce qui, moi, selon mon point de vue personnel, ne justifie en rien la qualité de la gouvernance en Guinée équatoriale, puisqu'il n'y a pas une jeunesse en Guinée aujourd'hui qui peut se dire que
elle est satisfaite de la façon dont le pays est géré. Et nous comprenons que quand on dure aussi au pouvoir, quand on prend toute plusieurs décennies, j'allais dire, à la tête d'un État, on se croit roi et le pays devient un royaume pour nous. Et on peut se permettre de faire n'importe quoi. Mais je le souhaite vivement que ce ne soit pas seulement en Guinée équatoriale, mais dans beaucoup d'autres pays en Afrique, qu'on puisse à un moment donné dégager ces dirigeants qui veulent rester au pouvoir pour toute une éternité et donner la chance à une autre génération de pouvoir prendre la commande. L'opposition s'organise, ce qui est déjà très bon en Guinée équatoriale, et nous espérons qu'en 2023, ils pourront effectivement faire basculer cette famille Obiang. Mais ce que je me demande, si son fils, qui aujourd'hui est vice-président, est à ce poste, peut-être que c'est une autre façon de préparer le terrain pour la famille, puisque c'est devenu une dynastie maintenant, et on prépare quelqu'un d'autre pour prendre le pouvoir. Et ils ont le moyen de le faire. Après avoir fait près de 40 ans au pouvoir, on ne peut pas dire que le président équato-guinéen n'a pas de moyens, même s'il n'était plus là, de mettre son fils là-bas. Déjà, il est vice-président, donc on a raison de croire qu'il y a beaucoup de chances qu'il soit le remplaçant de son papa, et la famille Obiang n'est pas aujourd'hui prête à lâcher la Guinée équatoriale. Vous avez lâché le mot, donc lâcher la Guinée équatoriale également. On en parle de long en large également dans cette émission. Alors, est-ce que ces rencontres avec la France, puisque les opposants qui sont restés en exil essaient également donc de pousser le bouchon un peu et donc de profiter de l'occasion du bras de fer qu'il y avait eu entre donc la famille Obiang et le président Macron. Alors, est-ce que ces rencontres peuvent privilégier encore une fois et mettre en faveur les élections à venir aux opposants, pour que les opposants puissent au fait remporter les élections prévues en 2023. Monsieur Alex. Merci Moïse. Moïse, pour te répondre à cette question, je pense qu'il faut aller tout droit au but. Aujourd'hui, l'Afrique tout entière a besoin d'une nouvelle classe dirigeante. Mais nous n'avons pas besoin de cette classe dirigeante qui a forcément besoin d'une caution auprès de l'Occident, précisément la France. Il nous faut une opposition, une nouvelle opposition, sinon une nouvelle classe dirigeante pour balayer toutes les dérives des régimes précédents. Aujourd'hui, ici, l'opposition équato-guinéenne est en train de pousser la famille Obiang à la sortie. Je pense que c'est quelque chose d'honorable, mais on n'a pas forcément besoin d'une caution de la France. Parce que cette France qui cautionnerait éventuellement l'opposition à pouvoir mettre dehors l'actuel président équato-guinéen ne bénéficiera pas d'une largesse à diriger les affaires publiques au cas où cette opposition accédait au pouvoir. Pourquoi? Parce que nous connaissons bien les relations entre la France et les classes politiques africaines. Du moment où forcément c'est Paris qui doit vous pousser à accéder à la magistrature suprême dans votre pays, eh bien, rien ne changera. C'est seulement le nom du nouveau parti au pouvoir qui changera, mais les pratiques resteront et demeureront les mêmes. Aujourd'hui, qu'a besoin de l'Afrique? L'Afrique a besoin d'une opposition saine, d'une opposition autonome pour prendre les commandes de la destinée du continent tout entier.
Du moment où toutes les oppositions africaines, d'où qu'elles soient sur le territoire africain, ne sont pas en mesure de se concerter entre elles, et que c'est forcément la caution extérieure, pas forcément cette caution française, parce que nous devons savoir que la Guinée équatoriale a été une colonie espagnole. L'Espagne aussi a son influence dans ce territoire. Un territoire qui est considéré comme, comparé aux Émirats du Golfe, précisément les pays pétroliers du Golfe. Il faut aujourd'hui une opposition autonome. Il faut aujourd'hui une opposition convaincante. Parce que du moment où forcément nous allons chercher des cautions auprès de Paris, eh bien, nous ne sommes pas encore à la hauteur des aspirations souhaitées. Aujourd'hui, Moïse, je le rappelle, toutes les oppositions africaines qui courent derrière les cautions occidentales pour pouvoir imposer leur autonomie à la magistrature suprême, eh bien, il faut qu'une nouvelle opposition qui doit naître quelque part vienne balayer cette opposition qui forcément souhaite la caution occidentale. Bienvenue si c'est maintenant vous rejoignez donc la grande famille des amis internautes sur Afro Web TV. Vous êtes au bon endroit. Merci également de taper tout simplement donc Afro Web TV /live si vous n'avez pas les réseaux sociaux, puisque vous êtes sur un média en ligne, une télévision, l'une des meilleures télévisions en ligne émettant depuis les États-Unis. Alors peut-on mettre une pression sur une diplomatie en étant en exil, Monsieur Wadja? Merci. Je voudrais revenir un peu sur ce que mon frère Alex disait tout à l'heure. Et c'est généralement cette erreur que l'Afrique commet toujours et sans cesse. Elle a toujours été dominée par des grandes puissances. Pour pouvoir accéder au pouvoir, il faut faire des plans, des projets, et convaincre le peuple pour accéder au pouvoir. C'est vrai, nous savons bien que nous avons des dirigeants, généralement, qui sont vraiment très durs avec l'opposition, qui ne permettent pas à ce que l'opposition puisse vraiment ou véritablement s'implanter dans le pays. Et on cherche tous les moyens d'infiltrer le réseau de l'opposition pour casser les pieds. Mais aller jusqu'à demander l'appui des grandes puissances ou des puissances étrangères pour mettre la pression sur un gouvernement et accéder au pouvoir, ce que veut dire qu'on est en train de vendre en quelque sorte l'âme du pays. Nous voulons de l'alternance dans chaque pays en Afrique, mais nous ne souhaiterons pas quand même que l'Afrique soit livrée à des prédateurs qui étaient déjà présents sur le terrain et qu'on leur donne encore plus de chances de s'accaparer de l'Afrique pour des générations à venir. Donc, je voudrais saluer le message du frère Alex qui a fait cette précision. Nous souhaitons que l'Afrique soit elle-même autonome et qu'elle décide de quoi faire franchement. Et les opposants africains n'ont pas besoin forcément de passer par des intermédiaires ou des puissances étrangères pour pouvoir déstabiliser nos pays. Nous savons que la Guinée équatoriale a subi beaucoup de choses, mais nous ne souhaiterons pas quand même qu'il y ait une guerre dans ce pays. La population a besoin quand même d'un nouveau souffle et il faut pouvoir collaborer avec cette population et pouvoir prendre le pouvoir d'une manière légale, ne pas vendre le pays. Donc, pour revenir à votre question, je pense que ce sont les conditions de nos pays africains qui font que, généralement, les positions fortes de l'opposition se trouvent en exil. Les gens restent en exil pour pouvoir mieux parler de leur pays parce que on n'a pas cette liberté d'expression, on n'a pas cette liberté de s'exprimer sur beaucoup de choses quand il s'agit de la politique, en étant sur nos territoires. Donc, étant à l'extérieur, ces oppositions-là, ou ces membres des partis politiques de l'opposition qui se trouvent en exil, a plus de chances
de pouvoir s'exprimer. D'abord, être peut-être reçu par des chaînes de télé qui leur permettent de s'exprimer sur la situation de leur pays, ce qui ne serait pas le cas une fois sur leur territoire. Ils ne peuvent pas forcément avoir les mêmes chances d'aller sur une chaîne de télévision nationale que quelqu'un du parti au pouvoir. Donc, étant en exil, ils essaient de mettre un peu plus de pression, mais dire que cette pression, est-ce qu'elle sera vraiment efficace? C'est ça ce qu'il faut voir, puisque nous savons que c'est la politique. Chacun a son point de vue. Il y a des citoyens qui sont restés dans le pays. Et vous êtes à l'exil. Vous poussez cette population restée au pays de sortir, de faire ceci, de faire cela, et que vous n'êtes pas présent sur le terrain. Il y a beaucoup de gens qui ne vous feront pas confiance. Vrai, bien sûr que d'autres personnes peuvent croire en ce que vous dites, mais vous avez moins de chances de pouvoir réussir d'une manière sur le terrain lorsque vous n'êtes pas présent. Donc, c'est un peu difficile aujourd'hui à une opposition ou à un leader d'un parti politique de rester en exil et mettre plus de pression sur le parti en place. Peut-être que si ce n'est pas, ou bien ce ne sont pas ces relations qui se créent avec certains pays, ces pays de l'Occident, qui pourront dégager le président de la Guinée équatoriale, je ne vois pas cette pression venant directement des partis de l'opposition réussir. Parce que d'abord, vous quittez le pays pour plusieurs années, vous ne maîtrisez pas plus tout le terrain. Il y a beaucoup de gens qui ne vous feront pas confiance et vous ne présentez pas concrètement un projet. Il ne faut pas seulement aller signer des accords avec des grandes puissances pour croire que cette pression suffit pour mieux diriger le pays. Et si cela est le cas, puisque aujourd'hui il y a une jeunesse consciente qui est en train de vraiment bouger dans la politique, on peut venir au pouvoir en disant qu'on cherche de l'alternance. On vient au pouvoir, dans les premiers jours, ça peut sembler à un succès au sein de la population. Mais dans l'avenir, les gens verront que vous ne faites pas mieux que le parti qui est parti, ou bien le président qui est resté depuis. Ça avait fait l'objet d'un débat ici. Oui, effectivement. Le problème, c'est que on vient au pouvoir parce qu'on veut juste dégager quelqu'un sans grand projet, et encore passer par des grandes puissances pour venir au pouvoir. On ne pourra pas véritablement diriger lorsqu'on n'a pas son propre plan, et c'est quelqu'un d'autre qui va nous guider comment diriger le pays. Donc c'est un peu des situations compliquées, et il faut que nos oppositions ou nos politiciens en Afrique puissent quand même voir cette nuance-là et essayer de toutes leurs forces et de toutes les forces possibles d'éviter ce contrat pré-signé avant d'arriver au pouvoir. Est-ce que c'est vraiment possible d'éviter ces contrats-là? On en discutera de long en large également dans une autre émission. Vous êtes dans votre émission Avis de la diaspora. Est-ce que c'est une bonne technique pour les opposants équato-guinéens d'utiliser cette manière-là pour arriver également au pouvoir? Ne risque-t-il pas également de faire des contrats avec la France? Monsieur Alex, j'ai l'envie de vous poser la question de savoir, est-ce que c'est une bonne technique que les opposants équato-guinéens utilisent en ce moment? Moïse, malheureusement, c'est le plus mauvais des moyens à accéder au pouvoir. Et il faut le rappeler, bon nombre de régimes africains qui sont aujourd'hui au pouvoir, précisément dans leurs relations avec la France avec la France, presque tous les régimes aujourd'hui en Afrique ont accédé à la magistrature suprême presque de la même façon. Si je prends le cas sénégalais par exemple, c'est la France en guise d'exemple qui exploite le pétrole sénégalais. Au moment où, à la signature de ce contrat, il y avait d'autres compagnies pétrolières qui avaient proposé des offres plus juteuses que celles de la France. Mais à notre grande surprise, sinon à notre grand malheur, c'est la France qui a remporté ce contrat. Si je prends par exemple tous nos ports en Afrique, la majorité de nos ports en Afrique subsaharienne,
nos ports sont bradés par une seule famille, la famille Bolloré, qui est au service de la France, d'où la population africaine ne profite pratiquement de rien. Nous sommes taxés de façon exagérée. Si je prends par exemple un autre pays comme le Cameroun, la France aussi est encore bien assise là-bas. Et c'est pareil pour tous les pays francophones d'Afrique, majoritairement. Pour venir à ta question, Moïse, ce qu'il faut aujourd'hui pour l'autonomie de l'Afrique, que nos décisions viennent de nous-mêmes, que nos décisions soient des décisions locales, précisément des décisions prises par ceux qui nous représentent pour l'intérêt du peuple. Du moment où forcément une personne est censée te pousser à obtenir ce que tu désires, eh bien, après l'obtention de cette chose, Moïse, tu n'es pas autonome parce que cette personne peut te faire des chantages à l'avenir. C'est exactement le cas dans lequel se trouvent nos dirigeants africains. Je vais finalement répondre à cette question en partant d'un constat de frère Gilbert. Du moment où les pays africains poussent leurs ressortissants, précisément les opposants, à aller en exil, en réalité, eux-mêmes, ils sont en train de construire des épines sur lesquelles ils seront assis demain. Un opposant en exil, forcément, il est obligé de dénoncer ce qui ne va pas dans son pays. Et dans cette dénonciation, il peut même exagérer. Et c'est cette exagération que l'Occident attend pour pouvoir manier les deux partis, que ce soit le parti au pouvoir ou que ce soit la partie, que ce soit le parti opposition. D'où l'Occident aujourd'hui a cette flexibilité de jouer entre les deux camps. Et ce qui l'arrange, c'est ça qu'il choisit. Référons-nous tout récemment au cas de la Guinée-Conakry. Que s'est-il passé? Dans le fond, ce qui n'est pas dit de façon explicite, c'est parce que Alpha Condé devient têtu. Il ne respecte plus les accords qu'il y a entre lui et son patron, la France. L'une des raisons pour lesquelles on l'a sauté de façon la plus cruelle par son bras droit. Et ce bras droit, attendons-nous bien, certes, il y a des gesticulations un peu partout, l'éviction de Alpha Condé c'est bien, l'éviction de Alpha Condé c'est pas bien, mais au finish, c'est pas ça qui est important. L'important c'est celui qui le remplace maintenant, quel projet réel, quel projet concret a-t-il pour son peuple? Ça, c'est le temps qui nous le dira. Moïse, c'est juste un petit exemple. Aujourd'hui, tout ce dont l'Afrique a besoin, c'est une unité africaine, même entre les oppositions. Parce que si je prends l'Occident, précisément, je prends le cas de l'Union européenne, toutes les oppositions en France qui partagent les mêmes idéologies avec les oppositions espagnoles, qui partagent les mêmes idéologies avec les oppositions de tout autre pays, quel qu'il soit, ils se concertent entre eux. Tous ces partis se concertent entre eux, ce qui n'est pas le cas des oppositions africaines. Nous allons combattre tous en solo. Et le parti au pouvoir aussi essaie de nous opprimer, de represser la population. Mais comment peut-on aboutir à un succès idéal? Je ne pense pas. La question se pose. Tout ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est de prendre conscience que la destinée, le bon devenir de l'Afrique ne viendra que de son territoire. Du moment où ça sort de là, ça devient quelque chose de dérivé. Ce n'est plus authentique. Aujourd'hui, il faut que la jeunesse africaine prenne conscience qu'aller à l'extérieur pour chercher le soutien et venir s'imposer à l'intérieur n'est que faux débat et n'apportera pas le fruit que les fleurs sont en train de vouloir. Alors, monsieur Ouadja, quelle est la meilleure technique qu'il faut utiliser pour remporter les élections présidentielles ou carrément venir au pouvoir? Puisque vous avez dit à l'instant que ce n'est pas en fait la bonne manière. Les deux intervenants, vous étiez d'accord également avec monsieur Alès en le proclamant haut et fort. Mais si, le gros souci
comme cela a été le cas dans beaucoup de pays, comme je venais de le dire, c'est si tu remarques, l'opposition qui reste au pays, sur son territoire, est une opposition corrompue. Majoritairement, c'est ce qui se passe. C'est une opposition qui mange dans la main du parti au pouvoir. Les opposants qui décident d'énoncer concrètement ce que le parti au pouvoir est en train de manigancer, c'est celle-là qui fut allée rester à l'exil. Puisque lorsque tu ne veux pas manger dans leur plat, tu es vu comme un ennemi. Mais la meilleure façon pour une opposition de remporter les élections et de permettre qu'il y ait une alternance dans les pays où on cherche cette alternance depuis des années, c'est d'abord eux-mêmes de se faire confiance, d'avoir les moyens de leur politique, de ne pas pouvoir être corrompu par le parti au pouvoir et d'éviter de se faire infiltrer. Lorsque ces partis de l'opposition commencent par signer des accords avec le parti au pouvoir, où ils perçoivent de l'argent, ils perçoivent des dons du parti au pouvoir qui leur permettent de faire leur politique, tu ne peux pas à chaque fois avoir des dons venant d'un parti et vouloir le combattre jusqu'à la fin. Tu ne pourras pas. Donc la réalité, c'est que ces opposants ne se font pas aussi assez confiance. Et je dirais aussi, il faut prendre aussi des risques. Quand tu t'engages dans la politique, il faut t'attendre à tout. Même perdre ta vie fait partie de la politique. C'est la réalité. Puisque nous sommes en Afrique, si c'était dans un autre pays où il y a déjà une démocratie bien installée, je ne parlerai pas de ceci. Je parle du cas de l'Afrique, dans beaucoup de pays en Afrique, où faire de la politique, on est exposé à tout risque. On est exposé même à la perte de sa vie pour défendre les intérêts. Et quand on a des projets, quand on a une idéologie à défendre, il faut qu'on arrive à un moment donné à accepter ces risques-là, quel qu'en soit le prix qu'on paiera, et on défendra l'intérêt du peuple. Et c'est ce que nous pouvons même donner l'exemple de Mandela en Afrique du Sud, qui a fait la prison plusieurs années, plusieurs décennies d'abord. Ce qui veut dire que il a pris le risque, malgré qu'il sait que la situation n'était pas favorable à sa lutte. Il a pris le risque, il n'a pas fui directement, mais il a accepté de faire cette prison-là pour plusieurs années. Et après tout, les gens ont cru en ce qu'il voulait faire comme il amenait comme changement dans le pays. Donc, pour une opposition qui veut demain diriger, il faut qu'il soit une opposition courageuse pour défier les exactions du parti au pouvoir actuel dans n'importe quel pays où ces actions-là sont commises. Il faut que l'opposition soit sûre d'elle-même. Il faut que l'opposition soit convaincante, présenter au peuple ce qu'ils veulent. Et aussi, il ne faut pas oublier un truc. Nous avons aussi des oppositions en Afrique qui ne sont que des oppositions de critique tout. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'on fasse un projet qui aide un peu la population ou pas, on ne fait que critiquer. Il faut être une opposition rationnelle qui sait utiliser les stratégies du parti au pouvoir pour la contrecarrer. Parce que lorsqu'on n'a pas cette stratégie d'exploiter les opportunités et on veut tout critiquer, on finira par se faire dévoiler auprès du peuple qu'on n'est pas en train, en réalité, de chercher le bien-être du peuple. Puisqu'il y a un moment donné, quand nous critiquons ces dirigeants qui ne font rien, il y a un jour qu'ils votent des lois ou bien ils font des propositions, ils font des projets qui bénéficient quelques personnes dans le pays. Et en politique, il faut tenir compte de ces quelques personnes-là. Il ne faut pas seulement penser que c'est peut-être 1 millier de personnes qui a bénéficié de ce projet-là, donc c'est négligeable, et il faut s'en prendre au projet du gouvernement dans sa totalité. Donc, donner la chance à ce gouvernement, lorsque le gouvernement fait des projets, étudier le projet, voyez le point positif dans le projet et prenez le point négatif pour contre-attaquer. Il ne faut pas seulement être négatif
vis-à-vis des projets des partis au pouvoir. Et c'est généralement ce qui fait qu'il y a beaucoup aujourd'hui dans l'opposition que le peuple ne peut pas faire confiance parce que vous faites trop de critiques que vous nous proposez des solutions. Merci Monsieur Ouadja pour votre intervention. Alors nous sommes à la fin donc de cette première partie de votre émission Avis de la diaspora. Si je vous donnais 1 minute chacun pour terminer, avoir envoyé également un message à l'endroit de toute la communauté équato-guinéenne qui traverse cette impasse en ce moment, que direz-vous Monsieur Alex? Merci Moïse. Et pour m'adresser présentement à la classe politique équato-guinéenne tout entière, il faut qu'elle soit consciente que tout changement, quel qu'il soit, ont forcément leurs inconvénients. Mais il faut forcément le changement quand même. Il faut forcément le changement selon M. Alex. Alors, M. Ouadja? D'abord, ce que je voulais préciser est que la politique, elle est complexe. Et lorsque on se précipite pour chercher des solutions sans vraiment connaître le véritable problème qu'on a dans le pays, on n'aboutira jamais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que la jeunesse en Guinée équatoriale comprenne que leur président ou leur dirigeant actuel est un frein à l'émancipation et au développement du pays. Après avoir fait plusieurs années au pouvoir, il doit donner la chance à quelqu'un d'autre. Mais ce que cette famille n'est pas prête à faire, donc il faut connaître le fond des réalités en Guinée équatoriale et décider, en fin de compte, donner la chance à quelqu'un d'autre pour pouvoir diriger le pays. Et voter pour la personne qui viendra au pouvoir, il faut choisir quelqu'un de fiable, quelqu'un de confiance qui a des projets pour le pays, mais pas quelqu'un qui vient défendre parce que peut-être c'est la France qui envoie ou bien telle personne qui envoie. Non, votez pour quelqu'un qui pourra défendre l'intérêt du peuple. Oui. En réalité, ce qui complique la gestion de la chose publique aujourd'hui au régime équato-guinéen en place, c'est le fait que le président n'ait pas su être autoritaire sur son fils, le vice-président que nous connaissons, qui essaie de créer les déboires un peu partout en Occident par ces dérives à festoyer. C'est lui qui complique réellement la tâche à la classe politique de son père. Présentement, c'est le petit là, en tout cas, certes, il est plus âgé que nous, mais c'est ce fils à papa qui complique tout dans ce pays. Parce que aux États-Unis, il n'est pas bien vu. En Europe, il n'est pas le bienvenu aussi. Bon, je ne sais pas ce qui est des autres continents, mais ce fils, il doit être encadré rigoureusement. Merci à vous d'être avec nous pour ce débat africain que nous essayons de faire avec tous les amis internautes, tous les amis téléspectateurs également, chaque samedi à partir de 11h heure de Chicago. Alors merci à vous tous qui essaient également de partager cette émission avec les uns les autres, une occasion encore de donner la voix à toute la diaspora, donc de participer à cette émission. Vous êtes sur AfroWeb TV, on fait la première pause et on revient juste derrière. Chaque semaine, la rédaction d'AfroWeb TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWeb TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne AfroWeb TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWeb TV au service de la communauté.